Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors c'est le 228e café littéraire que nous organisons ici. Alors ce soir nous allons parler poésie avec Catherine Poulain qui a écrit un texte captivant. Il y a un mélange de révolte, d'idéalisme, d'amour, de tristesse, enfin la vie quoi. Bonjour Catherine Poulain, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Bonjour Youssef Zirem, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour la présentation de ce recueil qui est paru en 2016 mais qui n'a jamais été présenté par un journaliste. Donc... Eh bien il vaut mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas, dit-on. Oui. Alors vous n'êtes pas que poétesse, vous êtes aussi artiste peintre, vous avez beaucoup d'aptitudes à vous activer un peu dans ces milieux de l'art. Peut-être qu'on dira un mot tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir à cette craie. Alors vous dites en général, ces poésies sont un peu éphémères comme la craie, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le titre m'est venu en faisant dessiner mon fils à la craie, au sol. C'était après l'avènement de la maternité et c'était dans l'idée dans un jeu de mots, de recréer la beauté abîmée. C'est très bien, vous avez bien fait. Il me semble, si j'ai bien compris, que ces textes s'échelonnent sur plusieurs années. Oui. En tout cas, des périodes, et donc vous avez fait un peu la synthèse de ce que vous avez écrit. Et c'est bien aussi de faire ainsi, hein, voilà. Donc, on ne peut pas ne pas rester insensible à vos cris, hein, parce que parfois, cette poésie, c'est des cris. Est-ce que je me trompe en disant comme ça? Oui, c'est tout à fait, c'est comme un influx qui me vient spontanément. J'ai l'impression qu'on me dicte l'écriture et que ça vient comme un flux. Et c'est dans des moments de révolte aussi que c'est plus intense encore. Oui, oui. Et après, il n'y a pas que des cris, hein. C'est un tout en fait. C'est aussi, mine de rien, une petite radioscopie du monde d'aujourd'hui avec beaucoup de cet art aussi. Il y a de la dénonciation dans vos poésies aussi, de cette société égoïste où un peu les plus forts écrasent les plus faibles et au final où il y a plusieurs solitudes. D'ailleurs, il y a un de vos poèmes que vous appelez Solitude au pluriel, n'est-ce pas? Oui, oui, ce poème il m'est venu quand j'étais place de République et j'ai vu quelqu'un couché au sol qui venait de tomber par terre et ça m'a émue. Je me suis dit, en fait, dans la ville, enfin, dans cette urbanité assez dure de Paris, il faut vraiment être fort pour tenir le coup et ne pas se retrouver sur une civière, quoi. Il y a la question de l'existence, de se battre pour exister dans un monde assez compliqué. Tout à fait, tout à fait. Donc vous faites bien de le dire, la ville de Paris est présente aussi, hein. Donc des fois c'est un peu le métro, des fois c'est des airs parisiens, mais c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Et puis il y a plusieurs langues dans votre recueil, puisqu'il y a au moins 2 recueils qui ne sont pas en langue française. L'un en anglais, l'autre en allemand, je crois. Oui, tout à fait, oui, parce que je parle anglais et allemand couramment et j'ai voyagé beaucoup à travers le monde et donc il y a Rock on Off Lave, ça m'est venu en inspiration quand je suis allée en Grèce et c'est au pied des rochers et puis il y a Andiamo Vedere, donc ça c'était en italien
Je suis allée en Italie et en allemand c'était R2, donc qui veut dire la terre. Le côté très proche des néo-ruraux qui n'étaient pas encore en France. C'était déjà à l'époque quand j'y suis allée. Si vous pouviez nous réciter un ou deux poèmes pour que l'assistance qui n'a pas lu vos poésies puisse avoir une idée, ça serait bien, si vous voulez bien. Hein. Oui. En fait, en venant ici à l'Impondérable, j'ai pensé que ça serait bien de parler aussi du rapport à l'Algérie, puisque vous êtes algérien, de culture berbère. Il n'y a pas de souci. Et en fait, je suis allée au concert où j'ai rencontré Idir à ce moment-là, et Matteo Blounès, donc c'était à l'Olympia, et je sais que vous avez fait un livre là-dessus aussi, et donc voilà, j'ai connu toute cette culture de la langue, de la défense de la langue de la Kabylie. Et alors, j'ai fait une poésie sur s'appelle Sans nom. Sur le marché de Barbès se vendent une profusion de fruits et légumes. On entend les appels des marchands. 1 euro la boîte, 1 euro. Mes sens olfactifs sont attirés par une présentation d'épices venues de toutes parts. Cardamone, cumin, curcuma, citronnelle, cannelle, vétiver, gingembre, coriandre. Je me faufile entre les gens venus de Tanger, Casablanca, Hammamet, Tunis, Oran, Grenade, Séville. Là-bas, un enfant transporte quelques bottes de coriandre fraîchement cueillies. Il marche en tongs dans la rue en terre battue. Sa mère l'appelle. Il lui apporte sa récolte, qu'elle pose dans un grand sac tressé en feuilles de bananier. Elle enfourche son vélo pour rejoindre la remise aux récoltes. Le hangar est sombre et crasseux. La lumière du jour pointe ses rayons à travers les barreaux. Son mari est là, au milieu de train, en train de trier les végétaux dans différents cajoux de plastique de couleur. Une fois son travail terminé, il charge son camion et prend le volant pour la conserverie municipale. Et là, il attend son tour, repart léger en échange de quelques dinars. Alors, il est un peu long, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Alors, je vais peut-être lire la fin. Demain, c'est la Saint-Valentin. Je goûte une feuille du petit bouquet. Je vois clairement le cheminement de l'exploitation en chaîne. Enfant, mère, père, patron, profit. Je me dis que cela devra changer tôt ou tard. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette écriture, poésie de dénonciation, et c'est bien qu'il y ait des poètes comme ça qui pensent aussi à toutes les injustices qu'il y a dans ce monde. Si vous pouviez nous dire un mot sur votre côté artiste peintre et autre chose, puisque vous êtes un peu dans plusieurs techniques, me semble-t-il. Oui. En fait, je peins en parallèle. Donc là, j'ai une de mes peintures que j'ai créée au Pochoir. C'est Vivienne Westwood, l'icône de la mode d'Angleterre, de mode punk. Donc c'est une mode un peu décalée, voilà, j'aime tout ce qui est original et un peu pas forcément dans le sentier battu. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'originalité dans vos textes, hein, donc vous ne suivez pas l'air du temps, ou bien on sent que vous ne faites pas cette poésie pour plaire au plus fort ni à personne, me semble-t-il. Et ça, c'est très bien aussi. Donc, toutes ces poésies, elles vont sur combien d'années à peu près? J'ai commencé à l'âge de 13 ans, puisque j'ai écrit un journal intime.
Et comme Anne Frank, en fait, j'avais lu le journal d'Anne Frank, je me suis dit, tiens, bonne idée. Moi, je ne suis pas autant de la guerre, mais il y a quand même une sorte de guerre qui se passe, dans le fait que la vie est difficile tous les jours, qu'il faut se battre, et c'était une façon de me retrouver, de me recentrer, et donc l'un des premiers textes, je passe devant des abattoirs qui sont en allant à l'école. J'allais à pied à l'école et il y avait des cochons qui étaient en train de se faire couper, et avec le sang qui coule dans le caniveau. Donc ça je me suis dit, on ne peut pas dire que ça soit poétique, mais il faut que je l'écrive, et j'en ai fait une poésie un peu violente, et c'était le début de ces 8 textes assez directs, quoi, sur des ressentis. Et il y a d'autres textes qui sont d'un autre genre, donc par exemple, vous racontez un peu des relations amoureuses, et vous racontez même des trahisons, n'est-ce pas? Oui. Il y a des moments d'élan amoureux, puis qui sont très, très beaux, très inspirants pour écrire. Et après, quand on est trahi, on a l'impression d'être plus considéré que comme un objet, quoi. Donc je trouve ça important de garder l'aspect spirituel dans la relation, et que ça ne soit pas seulement la consommation de marchandises, quoi. C'est très bien dit. Si vous voulez, je vais passer la parole à l'assistance qui pourra vous poser des questions ou faire des remarques, et vous allez rebondir donc pour raconter un peu votre recueil de craie. Alors la parole est à vous, mes amis, pour des questions, pour des remarques. Bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Alors, je voudrais racontez-nous un peu votre rencontre avec la culture kabyle, la culture berbère, puisque vous avez vu Matoulounès, paix à son âme, et Idir, paix à son âme également, à l'Olympia. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Oui, c'était des amis kabyles, en fait. J'avais un compagnon, même, qui était kabyle à l'époque, et donc il m'a dit qu'il faut absolument voir ce grand poète et chanteur de notre culture, et que tu le connaisses aussi. Et donc on était debout dans les... Il y avait des sortes de gradins avec les sièges, on était debout, on se tenait la main et on dansait tout en répétant les mélodies, des mélodies qu'on connaissait par cœur et qu'on chantait même quand on était devant un beau paysage au bord de la mer, par exemple, puisqu'il y a des textes qui parlent, je me souviens du texte qui parle de quand la mer elle berce le lait, elle berce son enfant, et comme elle bat le lait pour en faire de la crème, je crois. Sendo, absolument. Oui, une femme, absolument, une chanson d'Idir, un très beau poème, effectivement, une chanson très douce, absolument. Et puis, il y a ce rapport à la France qui est toujours un peu très ami. Il y a une grande amitié avec la France depuis longtemps, et en même temps un besoin d'indépendance, d'affirmation, d'identité. Donc ça, j'ai bien compris que voilà, il y avait besoin que ça soit perpétué, même
dans la famille. Enfin, la famille est très importante pour cette culture, quoi. Après, bon, bah, il y a aussi le rapport au gouvernement, enfin, algérien, qui était compliqué aussi, puisqu'il y a eu un conflit un petit peu avec les autres influences. Oui, c'est toujours compliqué, jusqu'à aujourd'hui, avec tous les Algériens, hein, pas seulement les Kabyles. Oui. D'autres questions? Oui, Kada. Je reviens à un chapitre qui n'est pas un chapitre, mais qui est toute la vie aussi. C'est le chapitre de cochon de l'abattoir et du caniveau plein de sang et tout. Est-ce que vous avez eu une relation amicale avec un animal avant de voir ça? Est-ce que c'est cette relation qui vous fait réagir, ou est-ce que ça, chez vous, ça existe dans le terreau civilisationnel, culturel, de la construction de votre personnalité déjà? Merci. Oui. Il y avait beaucoup de chats à la maison chez mes parents. Donc on défendait les oiseaux aussi, on ramassait les oiseaux blessés, on les soignait. Je faisais de l'équitation, donc j'aimais beaucoup les chevaux. Malgré tout, je mangeais de la viande de cheval. Ouais, donc c'est peut-être la question de est-ce qu'on peut manger la viande d'un animal qu'on aime, enfin qu'on respecte. Après, bon, on se dit, bah, s'il n'est pas mangé, il va mourir de vieillesse. Bon, c'est autre. Après, il y a aussi peut-être c'est une transposition de la violence physique qu'on peut voir quand les gens se battent aussi, qui se blessent jusqu'au sang. C'est une transposition de ça, le sang, ouais, ça représente à la fois la violence et la vie, un peu, puisque bon, si on n'avait pas de sang, on ne pourrait pas donner la vie non plus, puisque c'est... Votre écriture et votre poésie, on peut dire qu'elle est vraie. C'est un cri de révolte. Peut-on dire que c'est une écriture militante? Oui, oui, on peut. Il y a une part de ça, oui. C'est-à-dire que c'était les premières réflexions militantes que j'ai eues, oui. Par exemple, par rapport à l'art, il y a un texte où je suis révoltée devant ce que je vois dans l'exposition. J'ai l'impression que c'est très cru, on a l'impression que c'est des femmes qui sont accrochées sur des pieux, quoi. Enfin, en fait, il y a une crudité des fois dans les expositions, dans la façon dont sont montrées les femmes ou les personnages. Et donc après, du coup, j'ai dit des gros mots. J'avais envie de lancer du plâtre sur les murs. Et après, bon, bah maintenant je suis plus mesurée. Si j'aime pas, je m'en vais d'une expo sans. Enfin,
Mais... Là encore dernièrement, il y a des femmes qui sont intervenues. Merci. Encore dernièrement, il y a Déborah de Robertis qui est intervenue justement, enfin, elle et son équipe pour écrire MeToo sur l'origine du monde, enfin, sur une photo de Vali Export en fait, une féministe qui se représentait, disons, le sexe apparent, et bon, elle a mis MeToo, en fait, d'ailleurs c'est assez paradoxal puisque Vali Export est une féministe, hein. Mais donc là c'est du militantisme appliqué, disons. Mais toi tu... oui, là c'est justement par l'exhibition qu'elle elle est militante pour l'exhibition d'elle-même, de son corps. Et bon, c'est une forme que j'ai appris à comprendre, mais c'est vrai que c'était pas mon mode de... Ça n'a jamais été mon mode de fonctionnement, parce que justement je me dis... si on veut être respecté, il faut plutôt être respecté pour ses idées plutôt que par ses parties génitales. Voilà. Parce qu'on n'est pas des amis, enfin, que des attributs masculins, féminins. Et puis, je suis pour la paix entre les sexes aussi, que les hommes et les femmes puissent se parler sans que ça soit un conflit permanent de qui doit dominer l'autre. Enfin, bon. Après, c'est très... Aujourd'hui, ouais, c'est assez tendu dans certaines présentations. Peut-être un peu trop exagéré, je pense. Oui, mais si tu... Il n'y a pas de son? C'est où? Allô? Oui. Bon, enfin, oui, si tu avais quand même une réaction violente sur cette exposition, en fait, tu n'es pas allé au bout, par contre, de ta violence, peut-être par rapport au problème qu'on t'aurait arrêté, et... tu vois? Oui. Voilà, donc... Mais pas forcément parce que tu n'aurais pas voulu le faire, mais peut-être tu avais peur de la contrainte de la loi. Peut-être. Oui, même oui, j'ai fait... Parce que c'est une vraie question, en fait. Une vraie question face à soi-même. Est-ce qu'on passe le... Et je dis pas que ça soit bien ou pas bien d'agir comme tel ou tel, mais disons que c'est une vraie question, le problème de la loi et des menottes, quoi, de la prison. Oui. Non, j'étais pas motivée pour ça. Par contre, pour résoudre le problème de gens qui dorment dans la rue, là oui, j'ai été plus radicale. Par exemple, j'étais sur l'ouverture de lieux de squat artistique. Donc là, ça me semblait une cause qui en valait la peine, puisque c'était pour sauver des vies. Donc c'était pas juste pour m'exprimer moi. Donc, oui, mais non, parce que dans une exposition, dans le contexte de l'art contemporain, on n'exprime pas que soi, c'est pour le cadre de la société qu'on remet en cause. Tu vois, il y a un vrai enjeu. Hein. Oui. Sinon, une exposition serait juste de la décoration, on passe devant comme ça un paravent, on s'en fout, tu vois. Donc il y a un vrai enjeu. Oui. Faut que tu te poses la question aussi, pourquoi tu n'as pas voulu, bien ou mal, c'est pas la question, tu vois, mais... Là, c'était une de mes premières expositions, c'était dans un centre culturel, et j'ai exposé une photo des ateliers Berthier à l'Opéra de Paris, où j'ai beaucoup aimé peindre, parce que c'est vraiment un endroit assez magique, avec de la lumière qui vient des verrières. Et après, j'étais pas forcément d'accord avec les autres choses qui étaient présentées, mais ça m'était égal, j'ai zappé, ouais. Ça m'arrive. Après, il y a
une poésie qui est sur le problème de la GPA, où là je me pose la question de est-ce que c'est bien de porter un enfant pour autrui. Ça s'appelle Mère porteuse. Et c'est... parce que pour moi, je trouvais ça éthiquement un peu choquant de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'impression que celles qui faisaient ça, elles faisaient ça pour l'argent et du coup elles perdaient leur... c'était plus Pour acceptable. revenir à votre cheminement poétique, est-ce qu'il y a des poètes qui vous ont inspiré avant de vous lancer dans l'écriture de la poésie? Oui, j'ai beaucoup lu, surtout depuis l'enfance jusqu'à la terminale. Prévert, Éluard, Rimbaud, Hugo. Ensuite, j'ai découvert Rilke, Duras, Marguerite, certaines lenteurs qu'il y a dans les textes de Duras. Donc où là, il y avait les haïkus aussi, les haïkus japonais, où on fait des versifications par 3 lignes, avec des grandes simplifications des mots, où là, il y a un des textes où j'avais réfléchi sur l'histoire de Alexandre Nevsky, et donc j'en avais fait des haïkus. Bataille sur la glace. Ah, donc il y aura un autre livre alors qui va arriver, non? Alors là, oui. Oh, bah oui, forcément. Là c'est le premier, ouais, c'est tout frais. Enfin tout frais, ça a été mûrement réfléchi, mais ça demande qu'à être développé dans d'autres livres. Ouais, bah, c'est très bien. Et éventuellement avec des images, puisque comme je suis à la fois peintre et photographe, l'idée c'est que je fasse une sorte de livre avec des images et des textes qui se combinent. Il faut que je trouve une bonne maison d'édition. Pour l'instant, j'ai pas encore. J'ai pris des contacts, exploré, mais voilà, ça demande du temps. Alors, Rilke, dans Lettre à un jeune poète, disait écrivez, soyez vous-même. Oui, plongez en vous-même. Voilà. Et nous vivons dans cette époque écorchée. On constate que les artistes sont de moins en moins libres. Ils sont pour beaucoup dans l'air du temps. Alors, la peinture est-elle plus libre? Parce que on l'appréhende d'une certaine façon. Il faut avoir un certain bagage culturel pour pouvoir vraiment l'appréhender. Ou bien, alors, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est bien de lire. Oui, c'est important d'avoir lu beaucoup avant d'écrire, parce que ça nourrit la langue, les formulations. Bon, il peut y avoir une approche intuitive, évidemment, de l'écriture, mais c'est important que ça soit mûri avec des lectures plus complexes. Et dans Nectar, justement, je parle ça fait référence à Lettre à un jeune poète sur cette recherche de l'essence, de l'émotion, de l'écriture. Et comme quelque chose qu'on peaufine, comme j'ai fait aussi de la sculpture sur polystyrène à l'Opéra de Paris. J'ai poncé la surface et ça faisait comme une chair de poule en fait.
c'est des petites billes qui font comme une chair de poule en fait. Et plus on approche, plus on arrive à la perfection. Et, enfin, on n'est jamais, justement, heureusement, on n'est jamais à la perfection. Il y a toujours un côté inachevé qui fait que ça reste poétique et créatif. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, comment trouvez-vous le temps pour faire tout ça? La sculpture, la poésie, la peinture? Oui, ça a été des phases, en fait. Au départ, je voulais être scénographe de théâtre. Et puis, donc, j'ai rencontré Robert Wilson, un grand metteur en scène américain. Et après, il y a eu un plafond de verre, en fait, parce que j'ai voulu aller à Watermill, dans son lieu de résidence pour milliardaire. Et en fait, il ne m'a pas accepté. Donc, après, du coup, je suis dans d'autres... à l'opéra, j'ai fait pendant 10 ans. C'était pour mieux connaître la peinture, la sculpture, et dans l'idée d'être scénographe par la suite. Puis en fait, comme après la scénographie s'était bouché, parce qu'il y avait plein de... Les gens à qui je proposais mes services, ils me disaient, mais je proposais d'être assistante scénographe, ils me disaient, mais t'es déjà scénographe. Ah oui, c'est vrai. Bon. Mais, sauf qu'eux, ils avaient les gros budgets et j'avais les tout petits budgets. Donc, j'ai travaillé avec une dizaine de metteurs en scène, comme ça, sur des spectacles. Et puis après, il a fallu que je rebondisse différemment. Et là, je me suis consacrée sur la peinture et l'écriture pour trouver une voie plus personnelle. Parce que quand on est scénographe, on est toujours en deuxième, derrière le metteur en scène. Donc, c'était pas satisfaisant au bout d'un moment. Et donc là, c'est... Oui, j'ai vécu pas mal déjà encore. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Et puis j'espère que ça va aller plus haut. Et le prochain livre, alors, en plus des haïkus, il y aura d'autres thématiques nouvelles? Le livre à venir. Oui, je ne sais pas encore en fait. D'accord. Ouais. D'autres questions? Bon, sinon, on va passer à la dédicace. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Catherine Poulain, avant de passer à la dédicace? Ou bien est-ce que vous avez quelque chose à dire spécialement? Ah oui, sinon j'ai un nouvel atelier à Dourdan, donc s'il y en a qui veulent me rendre visite, j'ai 15 mètres carrés pour faire des peintures sur toile. Et puis... c'est où? À Dourdan, c'est en Essonne. D'accord. Et je vais participer à la Fête des artistes de Gif-sur-Yvette au mois de juin. Je vais exposer aussi en Allemagne vers le 8 juin, non, le 2 juin, dans un parc de château. Très bien, très bien. Bravo, merci d'être venu à l'Impondérable et bonne continuation. Place à la dédicace. Merci beaucoup. Bonne journée.